Ce chantier peut être le plus fou du monde a commencé il y a plus d'un siècle et n'est toujours pas terminé, loin de là. Tu trouves que l'administration française est lente? Eh bien sache qu'il aura fallu 133 ans pour obtenir le permis de construire de celui-ci. Et pourtant, malgré les retards, malgré la mort de son architecte concepteur depuis belle lurette, ce projet reste l'une des plus grandes visions architecturales de tous les temps. Pas la peine d'aller chercher ça à Dubaï ou au Qatar, ce chef-d'œuvre est à peine à 1 heure d'avion de chez toi. Bienvenue à Barcelone, sa basilique mondialement connue, et oui, tu l'auras trouvé, la Sagrada Familia. On va tout de suite percer les mystères de ce monument hors norme imaginé par Gaudi en 1882, soit il y a 143 ans. Alors soyons clairs, dès le départ, la Sagrada Familia, c'était pas un truc fait en 2 coups de cuillère à peau. D'ailleurs, son concepteur avait bien en tête qu'il n'en verrait certainement jamais la fin. Mais à ce point, c'est un autre délire. C'est tout simplement le plus long chantier au monde encore en activité. On parle ici d'une construction qui a démarré en 1882, 143 ans de coups de pioche, d'échafaudage, de plans refaits, de polémiques, et ça continue. Pourtant, le projet avance doucement, mais sûrement. En 2025, près de 100 ouvriers travaillent sur place chaque jour, épaulés par 9 architectes et une 50aine d'entreprises, un écosystème à lui tout seul. Et ça doit coûter un pognon de dingue ce truc, aux frais du contribuable encore pour changer. Alors pas du tout. Ici, pas d'État, pas de subvention, pas d'argent magique, le financement est intégralement privé. Des dons, les billets d'entrée des visiteurs, en gros, si tu y vas, tu aides à poursuivre l'œuvre, et quelques aumônes pour les plus pieux. Et tu vas me faire croire que ça marche? Oui, peut-être pas à la vitesse d'une construction aux Émirats, mais ça suffit à faire tourner la machine. Et rien que ça, sans mauvais jeu de mots, c'est déjà un miracle. Bon, d'accord. Mais c'est quoi le projet là en fait? Une basilique aux dimensions colossales qui devrait à terme compter 18 tours, oui 18. Pourquoi? Petite mise à jour des cours de catéchisme, une pour chaque apôtre, chaque évangéliste et une pour la Vierge et enfin une dernière la plus haute pour le Christ himself. Elle culminera à 172,50 mètres. Aujourd'hui, ça impressionne pas vraiment, mais vers 1880, quand il dessine ça, le bâtiment le plus haut du monde, c'est la cathédrale de Cologne qui mesure 157 pauvres mètres. Ah, il voulait marquer l'histoire, le mec. Et il la marquera, tu sais pourquoi? Non. Eh bien parce qu'une fois achevé, bon, on verra quand un peu plus tard, ce sera l'église la plus haute d'Europe. Bon, pas la plus rapide, ça on est d'accord. Ça explique pas tout, mais quand même. Tu as raison. Et là où beaucoup de chantiers historiques se contentent d'une restauration, ici c'est construction et restauration en même temps. D'un côté, on élève une tour flambant neuve avec des technologies de pointe. De l'autre, on nettoie une façade commencée à l'époque de la lampe à huile. Bref, la Sagrada, c'est pas juste un chantier, c'est un organisme vivant, une cathédrale en mouvement qui évolue au rythme du temps, de la technique et des hommes. Et spoiler alert, on n'en a pas encore vu la fin. Quand on parle de la Sagrada Familia, on est obligé de parler de Gaudi. C'est qui lui? Et pas juste l'architecte du projet, non, c'est un vrai cerveau qui a mêlé le cœur et la foi derrière cette œuvre totalement hors norme. Attends, il a tout fait tout seul aussi? Normal alors pour le délai, hein? J'ai pas dit ça, mais il a tout changé. Faudrait même dire révolutionné. Ça devait pas être lui à l'origine? Non, le chantier avait été initialement confié à un autre architecte dont l'histoire ne retiendra même pas le nom. Trop classique, trop droit, trop ennuyeux. Tu es un bon architecte, mais un peu classique. Classique. Gaudi, lui, il arrive en 1883 et là, tout bascule. Il impose sa vision. Un mélange d'architecture, de symbolisme chrétien et de nature. Oui, de nature. Pour lui, une colonne, ça devait ressembler à un arbre, les voûtes à des branches, la lumière à celle d'une forêt. Il disait, je cite, « L'originalité, c'est de retourner à l'origine ». Eh, d'Ivoire, c'était pas un peu un perché là, ton Gaudi? Ou alors, il abusait de la moquette? La moquette, je sais pas, mais complètement perché, ah oui, ça c'est sûr. Et surtout brillant, mon ami. Il passait des heures à observer les formes naturelles, les proportions, les courbes, pour ensuite les transposer dans la pierre.
Pas pour faire joli, pour faire sacré. Il bossait comme un moine, vivait dans l'atelier, mangeait peu, priait beaucoup et il était pas con. Il avait compris très tôt qu'il ne verrait jamais la fin du chantier. Alors il a tout documenté, fait construire des maquettes, rédigé des notes, imaginé une œuvre que d'autres finiraient. C'était sa foi, mais aussi sa stratégie. Et il a eu le temps d'aller au bout de ses plans au moins ? Alors, pas vraiment, et ça il l'avait pas vu venir, mais en 1926 déjà, et malheureusement, il se fait faucher par un tramway. Ouais, un tram, il meurt quelques jours plus tard. Il est enterré dans la crypte de la Sagrada Familia, comme s'il était déjà devenu une partie du bâtiment. Et comme souvent dans l'histoire, à ce jour, on le célèbre partout. On le met au panthéon des génies, mais à son époque, il était vu comme un excentrique mystique qui perdait son temps à sculpter de la pierre pour l'éternité. Un peu comme moi en fait, hein. Plutôt un mec qui avait juste 150 ans d'avance, je dirais. Un mec qui a à la fois 150 ans d'avance et 100 ans de retard, ça c'est vrai que c'est un champion. Bon, déjà un chantier comme celui-là, c'est pas simple à gérer. Mais il a aussi fallu que l'histoire avec un grand H s'en mêle, et pas qu'un peu. On commence en 1936. En France, c'est encore calme. Mais en Espagne, c'est la guerre civile. Le pays plonge dans le chaos. Et forcément, la Sagrada, en plein cœur de Barcelone, devient une cible. Des militants anticléricaux s'en prennent à l'atelier de Gaudí et y foutent le feu. À l'atelier ? Genre, tous ces plans, les maquettes, mais il était vraiment chat noir, non ? Oui, tout ce que Gaudí avait laissé, ses plans, ses dessins, ses croquis, ses maquettes en plâtre, certaines grandeurs nature, tout est parti en fumée, des décennies de taf réduit en cendres. Oh le con, il avait pas mis sur le cloud. Non, pas de cloud en 1936, mais heureusement, quelques fragments de plans et de maquettes avaient été envoyés à l'étranger pour des expos, notamment au Chili. Et ce sont ces pièces-là qui ont permis bien plus tard de reconstituer une partie de la vision de Gaudí. Mais bon, on perd des années, le projet avance à tâtons, on hésite, on polémique. Certains architectes refusent de continuer sans les plans d'origine, d'autres veulent réinterpréter Gaudí avec des outils modernes, un peu comme pour Notre-Dame à Paris après l'incendie, école, reconstruction à l'identique, vs proposer une vision contemporaine. Ok, mais depuis c'est bon là, ça avance. Plus ou moins, il y a encore des bastons d'architectes, des débats d'experts ou pseudo-experts et des conflits. La façade de la gloire, elle, ne peut même pas être construite comme prévu sans raser des immeubles et une rue entière. Il faudrait exproprier des habitants. Eh bravo! Eh ben va falloir convaincre les syndics de copro là, hein. Et bon courage! Le chantier avance, mais au prix de compromis. Et avec une question de fond, est-ce qu'on suit encore les plans de Gaudí ou est-ce qu'on est en train de reconstruire une version remixée à notre sauce? Traduction, est-ce qu'on continue son projet de ouf ou est-ce qu'on fait un truc d'aujourd'hui? Ouais, exactement. Et cette question divise toujours. Et puis bon, tant qu'on y est, ajoute la Seconde Guerre mondiale qui a mis le pays à l'arrêt, même si l'Espagne était officiellement neutre, ajoute la dictature franquiste, priorité aux autoroutes et aux cathédrales du pouvoir, pas un délire d'architecte mystique, et il y a 5 ans encore la pandémie de Covid, travaux suspendus, dons stoppés, budget gelé, chantier à l'arrêt pendant 2 ans, etc. Alors, c'est quoi la suite d'après toi? Je sais pas moi, un tremblement de terre, une invasion de criquets? Presque. Les pigeons, le tourisme de masse, les problèmes de financement, les normes modernes de sécurité. Bref, c'est pas juste un chantier monumental, c'est un combat permanent contre le temps, contre les hommes et le chaos. Allez, on va voir maintenant pourquoi, malgré tout ça, cette œuvre reste révolutionnaire, même aujourd'hui. Ce qui est bluffant avec la Sagrada Familia, c'est que plus le temps passe, plus elle devient moderne. On a commencé la construction au 19e et on l'achève avec des ordinateurs, des imprimantes 3D et des logiciels de modélisation avancés.
Et c'était évidemment prévu par Gaudí. Eh ben, en lisant entre les lignes, je dirais que presque, ouais. Gaudí avait des intuitions tellement en avance sur son époque qu'il ne pouvait même pas les expliquer complètement avec les outils de son temps. Il fabriquait des maquettes suspendues avec des ficelles et des sacs de plomb pour simuler la gravité, puis il retournait le tout pour imaginer des formes naturelles idéales. C'était de la physique inversée, sans équation, sans ordi. Et le but de tout ça alors? Eh bien, créer une architecture organique, fluide, stable et inspirée par la nature. Et c'est vrai que ça pose un problème de taille puisqu'à l'époque, personne ne sait construire ça pour de vrai. Il a donc laissé des maquettes, des courbes en proposition en espérant qu'un jour la technique rattraperait sa vision. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, comme les mecs qui se font cryogéniser en attendant que... Ouais, merci. Aujourd'hui, on utilise la modélisation 3D pour reconstruire les formes perdues, l'impression plastique pour fabriquer des pièces à l'échelle et même des algorithmes de calcul de structure pour vérifier la stabilité de ces colonnes torsadées. Waouh! Des colonnes qui tournent! Elles ne tournent pas physiquement, elles passent d'une base carrée à un sommet circulaire en tournant sur elles-mêmes comme une vrille. Et chaque angle, chaque décalage, chaque torsion a été calculé à la main par Gaudí. Aujourd'hui, il suffit de cliquer, mais à l'époque, c'était de la géométrie pure avec un compas et une ficelle. Et tu vois, la Sagrada, c'est un peu le premier chantier BIM, mais sans BIM. Il y a de ça, c'est un bâtiment du passé, construit comme si on avait déjà les outils du futur. Et c'est peut-être ça le plus beau dans cette histoire. Chaque génération apporte une brique, un outil, une solution, et petit à petit, le plan devient concret. Et il faut aller plus loin, mes amis. Derrière les pierres, les colonnes et les échafaudages, il y a un message, un truc qu'on ne capte pas toujours en visitant la Sagrada Familia. Ce n'est pas juste un lieu de culte, une démonstration technique ou un délire d'archi mystique. C'est un temple pensé pour élever la tête, élever l'âme, élever l'homme. Ah ouais, on part dans le spirituel maintenant ? C'est une évidence, parce que pour Gaudí, tout avait un sens, absolument tout. Chaque façade, chaque symbole, chaque chiffre, il disait, et je le cite à nouveau, la beauté et la splendeur de la vérité. Regarde plutôt, les trois façades représentent les trois grands moments de la vie du Christ. La nativité, douce, lumineuse, très détaillée. La passion, brute, épurée, violente. Et la gloire, la plus monumentale, encore inachevé aujourd'hui en 2025, qui symbolise le jugement dernier et l'élévation de l'âme. Tu as pas un plan simple là en fait? Non, mais je peux te dire que même le cloître extérieur n'est pas là juste pour faire joli. Il encercle la basilique comme une boucle, une marche symbolique autour du sacré. À l'intérieur, les colonnes arbres forment une forêt de lumière. Pas un hasard non plus. La nature est la cathédrale première de l'humanité, disait Gaudí. Et les gens qui viennent, ils pigent tout ça? Si toi tu visites, c'est clair que non. Mais plus sérieusement, non. Mais ça se ressent. C'est là que la magie opère. Même sans être croyant, même sans connaître la symbolique, on ressent une sorte de calme, de verticalité, de respect. Et puis, il y a la crypte. C'est là que Gaudí est enterré. Il repose dans sa propre œuvre comme un maçon enterré dans sa pierre. Poétique, hein, un peu flippant aussi. Hein. Peut-être, mais moi je dirais surtout cohérent. Il a donné sa vie à cette œuvre, littéralement. Et aujourd'hui encore, chaque coup de burin, chaque pierre posée est un hommage à cette idée folle, construire un lieu qui relie la terre au ciel. Une question fondamentale se pose encore. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Sagrada Familia 143 ans après le début du chantier? Pourquoi des millions de personnes visitent un truc qui n'est même pas fini? Peut-être parce qu'il y a des échafaudages et des grues depuis 1882, du coup c'est devenu mythique. Ouais, pas faux, mais c'est pas que ça. La vérité, c'est que ce bâtiment nous parle d'un truc qu'on a peut-être un peu tous oublié, c'est-à-dire laisser du temps au temps. À une époque où on veut tout de suite, clic, livraison, résultat, la Sagrada te regarde en mode
Tranquille, mec. Et bizarrement, ça nous fascine, parce que c'est à contre-courant total de notre époque, parce que ce n'est pas une construction rentable au sens financier du terme, parce que ce n'est pas un produit, c'est même pas un bâtiment fonctionnel d'ailleurs, c'est un acte de foi, de croyance, un pari sur le temps, un projet commencé par des hommes qui savaient pertinemment qu'ils n'en verraient jamais la fin. Comme les pyramides. Des trucs pointus là. Oui, peut-être, ou peut-être que c'est le seul moyen de créer quelque chose qui dépasse une vie. Aujourd'hui, dans ce bâtiment, il y a la main de centaines d'hommes, de plusieurs générations, des tailleurs de pierre, mais aussi des informaticiens, des artistes, des ingénieurs, des croyants, des touristes, des curieux, et le plus fou, c'est que la cohérence reste. Malgré les guerres, malgré les incendies, les évolutions technologiques, les débats et les prises de bec d'architectes, le projet tient debout, littéralement et symboliquement. Je suis pas sûr de comprendre. Hein. Je dis que dans un monde qui zappe la Sagrada Familia, elle ne zappe rien, elle prend le temps, elle assume ses failles, ses lenteurs, ses erreurs, et ça, quelque part, ça nous touche, parce que c'est pas qu'un bâtiment, c'est quelque part un miroir, un rappel que certaines choses méritent d'être faites lentement, avec patience, conviction et une forte d'humilité face au temps. À ce sujet, on parle pas du permis à un moment ? Oui, tiens, le permis de construire officiellement délivré en 2019. Et c'est 133 ans après le début du chantier. Même Gaudi n'aurait pas osé l'inventer. Et tu veux savoir pourquoi ? Ouais, eh ben je vais vous le dire. Quand les travaux commencent en 1882, la zone n'est pas encore intégrée à la ville de Barcelone. C'est un terrain agricole en périphérie. Donc, pas besoin de permis à l'époque, hein, en tout cas, n'essaye pas aujourd'hui. On commence à construire à l'ancienne. Mais Barcelone s'étend, les règles d'urbanisme se modernisent. Pendant plus d'un siècle, la Sagrada avance sans autorisation formelle de la mairie. Donc un squat géant en gros. Un peu, oui, mais un squat béni par les touristes, par les croyants et même par les papes. Personne en fait n'ose l'arrêter. Résultat, le chantier devient toléré sans être régularisé. Et en 2016, la ville de Barcelone finit par dire bon, et faudrait quand même peut-être un permis là, non, parce que c'est pas exemplaire ce qu'on fait. Et là, coup de théâtre, l'association en charge du chantier reconnaît qu'effectivement, aucun permis officiel n'avait été délivré. S'ensuivent des négociations longues et tendues avec la mairie pour légitimer le chantier, définir la fiscalité, oui, ils perdent pas le nord, et prévoir l'impact urbain. Oui, surtout la fameuse façade de la gloire dont on a parlé, qui menace des immeubles existants, qui n'existaient pas d'ailleurs au démarrage des travaux. Résultat, on accorde un permis en 2019, plus de 130 ans après sa pose de première pierre. Et avec un engagement, je te donne le chiffre, verser 36 millions d'euros à la mairie pour les aménagements urbains autour. Pas mal, non ? Alors oui, on pourrait dire que la Sagrada Familia, c'est un chantier interminable, un monument touristique, un délire architectural, mais en réalité, quelque part, c'est une leçon de vie, une preuve que parfois, quand on veut construire quelque chose, il faut accepter de prendre du temps, d'être critiqué, d'avancer lentement, d'échouer, de recommencer, de transmettre. Et de construire sans permis. Oui aussi, mais tu vois, c'est peut-être justement ça le plus fort. Malgré les guerres, les incendies, les lenteurs administratives, les débats stériles et sans fin, elle est toujours là. Elle pousse, elle évolue, elle grandit, elle ne ressemble à rien d'autre et c'est pour ça qu'on s'en souvient. Ce n'est pas juste une basilique, c'est une œuvre collective qui traverse les générations. Et parce que toi, tu serais prêt à lancer un projet que tu verras jamais terminé. C'est la vraie question que tu poses là, non? Parce qu'au fond, dans un monde où tout doit aller vite, où on mesure la valeur à la rentabilité ou au like, la Sagrada nous montre l'inverse. Alors voilà, la prochaine fois que tu passes à Barcelone, entre tapas, les Ramblas et les plages, va la voir, prends le temps de la regarder vraiment, de lever les yeux, de te demander ce qu'il a fallu de conviction, de vision, d'obstination pour qu'une idée née il y a quasiment 150 ans soit encore en train d'être posée
pierre par pierre. Et peut-être que dans ce chantier éternel, tu verras autre chose qu'un monument. Peut-être que tu verras un miroir avec certains de tes projets. À bientôt.